Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver. Je suis avec Damien Canivez aujourd'hui. Bonjour Damien. Moi je suis avec Sarah. Bonjour Sarah. Notre invitée du jour est une présentatrice et journaliste météo qui a eu le courage il y a quelques mois de lever le voile sur sa maladie. Elle se bat encore aujourd'hui et nous sommes ravis de l'accueillir sur notre plateau pour en parler en plein octobre rose, qui plus est. Bonjour Virgilia Hels. Bonjour Sarah, bonjour Damien. Bonjour Virgilia. Je suis ravie aussi d'être avec vous. Bienvenue. Alors je vais vous citer un bébé et un cancer. Je porte à la fois la vie et la maladie. Le 15 février dernier, vous révéliez sur Instagram être atteinte d'un cancer du sein, alors même que vous étiez enceinte de votre premier enfant. 8 mois plus tard, comment vous allez où en êtes-vous dans vos traitements ? Ça va bien déjà parce que ma fille va très bien, donc du coup je vais très bien. Voilà, du moment qu'elle va bien, tout se passe bien. Non, globalement ça va. Je dirais pas que tout est rose, hein, malgré la couleur de ce mois d'octobre. Voilà, faut savoir que le cancer c'est pas rose, mais que on peut quand même essayer de voir parfois le verre à moitié plein, et c'est ce que j'essaye de faire depuis le début, de me rattacher à ces petites choses positives. Et du coup, moi, je réponds toujours que ça va. Et comment va votre fille aussi, Léna Rose, qui a 7 mois aujourd'hui? Léna Rose, elle va super bien. Léna Rose, heureusement qu'elle est là. C'est un rayon de soleil. Et non, c'est le bonheur de cette année, vraiment. Ouais. On va en parler justement de cette année qui a été mouvementée pour vous, Virgilia, juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces informations médias avec Vincent Cerruti qui est dans la tourmente. Oui, absolument. L'ancien animateur de Danse avec les stars a été... Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. A été mis en examen le 6 septembre dernier pour agression sexuelle. Ce sont nos confrères du Parisien qui révèlent cette information et qui dévoilent les raisons de cette procédure judiciaire. Alors, il faut savoir qu'il est accusé de gestes déplacés à l'encontre d'une jeune standardiste qui s'est plaint quelques mois plus tard après leur rencontre. Il faut savoir qu'en 2019, la victime présumée s'était constituée partie civile, qu'une plainte avait été classée sans suite. Et de son côté, Vincent Cerruti indique que cette morsure dont il est accusé s'inscrivait, je le cite, dans un jeu certes stupide, réciproque, prenant place dans une ambiance potache d'équipe de matinale radio. Virgilia, est-ce que vous avez déjà été victime de gestes déplacés au cours de votre carrière ? Heureusement, non. Non. Vous avez de la chance, parfois, il y a toujours des petits pics ou quoi, mais non, en tout cas, là où je travaille, il n'y a jamais eu ça. Harcèlement sexuel ni moral, donc pour vous. Non. On poursuit, Damien, ces informations médias avec plusieurs incidents qui ont éclaté sur votre chaîne, Virgilia, sur BFM TV. Exactement, c'était dans BFM Politique, l'émission présentée par Benjamin Duhamel, et non Alain Duhamel qui est son oncle. Elle a été assez agitée, c'est le moins que l'on puisse dire. Peu après midi, un homme a surgi sur le plateau alors que le journaliste était en train d'interviewer Marion Maréchal Le Pen. Je suis engagé avec Dernière Rénovation et aujourd'hui j'ai décidé d'interrompre le cours normal des choses. Voilà ce que le militant écologiste a déclaré. Alors le présentateur a été contraint de rendre l'antenne avant de revenir pour poursuivre l'émission, sauf qu'à partir de midi 10, midi 20 même, l'homme est réapparu avec un t-shirt sur lequel il était écrit en anglais « Il nous reste 521 jours ». La direction de BFM TV a annoncé quant à elle qu'elle allait porter plainte. Virgilia, je ne vais pas vous demander de réagir là-dessus. J'ai pas vu cette séquence. C'était hier midi, dans BFM Politique. Non, mais je suis hyper étonnée parce que c'est très sécurisé en plus. Il était dans le public, ce garçon. En fait, il avait une chemise qui cachait ce t-shirt et au dernier moment, il a surgi sur le plateau. Voilà. Vous avez déjà vécu une galère en direct avec toutes vos heures que vous avez au compteur à BFM TV. Je suis sûre que c'est déjà arrivé. Alors oui, parce que en plus, moi d'habitude, mes horaires sont un peu décalés. Donc le premier direct, il est à 4h26. Ah oui. Donc faut être vraiment avoir non de vraies galères non, mais oui des petits bugs de temps en temps effectivement, ou des fous rires ou une mouche sur le plateau et en général je le dis, ma spontanéité fait que je vais le dire tout de suite. Une mouche qui s'invite dans le bulletin météo. non, mais vraies galères ça va, ou des collègues qui essayent de perturber, mais bon c'est plutôt bon enfant donc c'est pas. Et vous êtes imperturbable de toute façon. Oh, si, quand même. C'est ça, si. Je suis pas infaillible. On termine, Damien, avec le chiffre du jour, c'est le 2. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant les enfants de la télé sur France 2 ce week-end. Cela représente 14,2% de part d'audience. C'était la première de Laurence Boccolini à la tête de ce magazine.
Cantine, qui était la saison encore dernière incarnée par Laurent Ruquier, qui, on le rappelle maintenant, est sur BFM TV, donc sur votre chaîne. Ouais, c'est un beau score. Ouais. Vous regardez quoi à la télé, Virgilia? Alors j'avoue qu'en ce moment je regarde rien du tout. Ah, rien du tout, vous n'avez pas Non, parce que avec un bébé j'essaye de limiter les écrans. Voilà. L'écran avant 3 ans, Sarah. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je regarde? Bon alors moi j'aime bien forcément Netflix, voilà. Plus séries télé, vous êtes... Plus séries télé. J'aime bien vivre dans le passé. J'aime bien me refaire des séries télé, notamment Desperate Housewives. Ah, pour moi c'est la série de tous les temps, que j'aime beaucoup. Et non, sinon, voilà, pas trop de télé en ce moment, c'est vrai. Bon, on poursuit cet entretien, Virgilia, avec l'interview du Buzz TV. Virgilia Helz, je l'ai dit en introduction, vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Alors déjà, pour commencer, comment tout ça a démarré? Comment avez-vous appris la maladie? Je ne sais pas, c'est arrivé lors d'un simple contrôle? Oui, au hasard, vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'étais enceinte de 5 mois à peu près, donc c'était il y a quasiment 1 an. C'était décembre dernier, donc en fait 2 jours avant Noël. 22 décembre, donc voilà, on se remet dans le contexte, tout allait super bien, les fêtes de Noël, la magie, voilà, la magie de Noël. En plus, je suis enceinte d'une petite fille. Moi, j'étais aux anges, je rêvais d'avoir une petite fille plus qu'un petit garçon. Et en fait, je vais chez mon obstétricienne tout simplement pour faire le contrôle que j'ai tous les mois et pour faire l'échographie du bébé. Donc voilà, très très contente. Et c'est elle en fait qui en m'auscultant me palpe et sent une masse dans ma poitrine. Et donc elle n'était pas spécialement inquiète non plus à ce moment-là, mais elle me dit qu'il faudrait contrôler et faire une échographie mammaire. Ouais. Et moi, j'étais pas du tout inquiète non plus parce que voilà, en plus j'avais le projet d'allaiter. Je me suis dit forcément, je suis enceinte. Bon, c'est ma première grossesse, je savais pas trop, mais quand même, on sait comment ça se passe. On se dit qu'il y a des modifications au niveau de la poitrine, voilà, que la poitrine se prépare au cas où on désirerait allaiter. Donc, en fait, je me dis, c'est peut-être juste un petit kyste ou voilà, il y a un petit truc qui se passe par rapport à ça, et je vais aller faire quand même mon contrôle parce que je suis quand même assez rigoureuse. Mais j'attends, voilà, je laisse passer Noël, jour de l'an, mais j'attends pas trop non plus. Et début janvier, je vais faire cette échographie mammaire. Et de là, en fait, j'ai commencé à être un peu plus inquiète parce que justement, la radiologue avait pas le même discours que mon obstétricienne et elle était plus alarmiste et elle m'a tout de suite prescrit une biopsie en urgence. Donc une biopsie, c'est donc sous anesthésie locale, un prélèvement qu'on nous fait au niveau de la masse qu'on observe en fait à l'échographie. Et de là, il a fallu attendre une dizaine de jours les résultats. Mais tout de suite, elle était pas du tout sereine et j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Et pendant ces 10 jours, qu'est-ce qui se passe dans votre tête entre le moment où vous faites la biopsie et le moment où vous recevez les résultats? En fait, c'est hyper bizarre parce que moi j'ai cette petite voix qui me dit non mais il y a un problème. En plus j'ai mal à ce moment-là. C'est ça le truc, c'est que j'avais pas mal avant. À ce moment-là j'ai mal. Peut-être que la biopsie, voilà, ça a fait cette réaction où j'ai la peau un peu douloureuse. J'ai un gros pansement en plus juste au-dessus, quelques centimètres en dessous. Il y a mon ventre de grossesse. Je vois ce contraste dans la glace. Je me dis mais c'est pas normal quoi. Clairement il y a un problème. Mais d'un autre côté, j'ai tous mes proches, et ça c'est normal, qui se veulent rassurants et qui me disent mais c'est impossible, mais t'inquiète, tu vas voir, tu te stresses pour rien, et puis c'est pas bien de stresser, t'es enceinte, le bébé il va ressentir. Pour le bébé. Voilà, et donc du coup moi quelque part je suis là à me dire mais arrête parce que justement, c'est un engrenage, je me dis arrête de stresser, mais bon en fait c'est hyper paradoxal, voilà, j'ai plein de sentiments qui se mélangent, mais je sens qu'il y a un problème quoi. Et quelle est votre première réaction quand le couperet tombe, vous êtes atteinte d'un cancer du sein? Faut rappeler que vous avez que 32 ans à l'époque. Ouais. En fait, j'avais regardé quand même sur Internet, chose qu'il ne faut pas faire, mais j'avais vu que c'était improbable, quoi, quasiment. Enfin, en tout cas, les chiffres qui ressortaient sur Internet me disaient que un cancer du sein, bon, déjà à cet âge-là, certes, c'est possible, mais c'est rare. Et en plus, pendant la grossesse, c'est quelque chose, je crois que c'est 700 grossesses par an.
ça représentait, je sais plus, 0,01% ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, bon, mais franchement, c'est impossible. Je me dis, au pire, j'ai peut-être voilà, un petit truc à enlever, quelque chose qui n'est pas bénin, mais c'est pas un cancer. Ça aurait pu, oui. Voilà. Et en fait, au moment où j'apprends que c'est un cancer, et c'est moi qui le formule en fait, parce que à ce moment-là, la radiologue ne me donne pas, ne prononce pas ce mot en fait. Elle me dit juste, vous le dire. Voilà, elle me dit que les résultats sont pas bons. Sauf que je savais ce que ça voulait dire, parce qu'en fait, quand on fait une biopsie, c'est pour savoir si on a un kyste cancéreux ou pas. Et donc quand elle me dit que c'est pas bon, bah, je me dis que c'est cancéreux, mais je me dis non, c'est quand même pas possible. Et je lui demande, je lui dis est-ce que c'est un cancer? Et là elle me dit que oui, c'est un cancer. Et en fait à partir de ce moment-là, c'est le trou noir. Je me rappelle de rien. Je sais pas du tout ce qu'elle m'a dit en fait, et ça c'est un phénomène apparemment qui est fréquent lors de l'annonce d'un cancer ou de quelque chose, d'une maladie grave. C'est un syndrome post-traumatique quelque part. Ouais, c'est ça. Et en fait, même en essayant d'y réfléchir, et j'en ai pas reparlé avec ma maman qui était là ce jour-là. Je sais pas si, enfin voilà, il n'y a pas eu trop d'utilité à en parler avec elle par la suite, donc je sais pas si elle se souvient exactement ce qui m'a été expliqué, mais c'est vrai que j'ai pas le souvenir des mots qu'elle a pu prononcer ensuite, cette radiologue. Mais par la suite, enfin quelques heures après, elle m'avait pris rendez-vous en tout cas, et ça, elle a bien fait. Elle m'avait pris rendez-vous avec une oncologue qui m'a vraiment expliqué voilà tout ce qui allait se passer, quoi. Mais est-ce que très vite vous vous êtes dit bon, je suis jeune, j'ai un cancer du sein, et on le sait parce que c'est dans la mémoire collective, chacun pense ça malheureusement. Vous vous dites bon, ça se guérit bien, ça se soigne bien, je vais m'en sortir, il y aura pas de problème. Est-ce que vous vous dites ça quand même assez vite lorsqu'on vous apprenez que vous avez un cancer du sein? Ah ouais, non, pas du tout. Non, moi j'entends le mot cancer, j'entends le mot tumeur, le mot chimiothérapie, alors que juste avant, enfin voilà, encore une fois, le lexique que j'avais moi juste avant ça, c'était les mots berceau, tétine, bébé, enfin c'était que j'étais sur mon nuage, quoi. Donc là, cancer, déjà, enfin je l'accepte pas, je me dis non mais c'est pas possible. Il y a eu plusieurs jours où déjà j'avais effectivement ce doute à me dire mais est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais m'en sortir? Et il y a eu avant ça plusieurs jours de déni en fait, où je me réveillais et où je me disais non mais en fait j'ai rêvé là, c'est pas possible. Et je restais dans mon lit et en fait au bout de quelques secondes, quelques minutes, je me disais non mais en fait j'ai pas rêvé, quoi. Et je me remettais sous ma couette et voilà, il y a eu peut-être 2-3 semaines comme ça où il y a eu ce laps de temps avant que je réagisse et que je me dise ok, il faut que je parte à l'attaque, mais clairement non, au début je me suis pas dit que ça allait être facile, parce qu'effectivement, et vous faites bien de le dire, c'est horrible entre guillemets, parce que alors oui, ça se soigne. Ça se soigne, mais il y a des stades conditions plus ou moins avancés aussi. Voilà, je ne sais pas quel était votre stade, vous. Voilà, alors moi j'étais stade 1, donc c'est le début, mais grade 3. Donc grade 3, ça veut dire que la vitesse de prolifération, quand même, il faut agir très très vite. Voilà, c'est un cancer très agressif. Ensuite, il faut savoir qu'il y a plusieurs cancers du sein. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 3. Il y a des cancers du sein, malheureusement, qui se soignent moins bien, parce que voilà, le mien par exemple, c'est un HER2 positif. Ça a été prouvé que la chimiothérapie, quand même, enfin mon cancer répond plutôt bien à la chimio. Il y a des cancers comme le triple négatif, malheureusement il n'y a pas forcément de protocole qui a été prouvé comme efficace. Il y a une femme qui a un triple négatif qui va bien réagir à cette chimio, l'autre on ne sait pas pourquoi, elle a le même cancer, malheureusement son cancer ne va pas bien répondre à cette chimio. Donc voilà, déjà il y a plusieurs cancers. Ensuite, le fait d'être jeune, en fait souvent le grade est plus élevé, donc du coup c'est plus agressif que sur une personne plus âgée, donc en fait ça se soigne pas forcément bien. Moins vite chez les personnes âgées. Et il y a quand même, je crois, si je dis pas de bêtises, plus de 12 000 femmes qui en meurent encore chaque année. Et donc c'est vrai que moi, quelque part, ça m'énerve un peu d'entendre à chaque fois ça se soigne bien, parce que dans ce cas-là, si ça se soigne bien, pourquoi donner à la recherche? Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin, alors, enfin, voilà. Et puis même, encore une fois, de dire que ça se soigne bien, c'est un peu minimiser quelque part la maladie. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, c'est que, enfin, moi, bien sûr, j'ai été rassurée rapidement et j'ai vu que, heureusement, ça répondait bien à la chimiothérapie, et que, a priori, mon pronostic vital n'était pas engagé, en tout cas dans l'immédiat. Mais c'est vrai que c'est des traitements très très durs, et le fait de dire que ça se soigne bien, c'est minimiser ces traitements-là qui sont
très long et très dur. Et justement, les traitements, parlons-en. Donc, vous suivez une chimiothérapie, une radiothérapie aussi. Quels sont les effets secondaires les plus difficiles à gérer après une chimio ? Alors là encore, c'est propre à chaque personne. Hein. C'est vrai que je crois qu'il y a autant d'effets secondaires que de personnes sur Terre, on va dire. Mais globalement, donc là, la chimio que j'ai en ce moment, elle est un petit peu plus facile, entre guillemets, que celle que j'ai eue au tout début. Pendant 6 mois, j'ai eu des chimios qui ont été très très dures. Donc déjà, c'était des effets secondaires qui se voient physiquement. Donc sur la santé mentale, c'est compliqué parce que y a la perte des cheveux, la perte des cils, la perte des sourcils, le manque d'appétit. Moi, alors là, je parle encore une fois dans mon cas, parce qu'il y a plusieurs chimios aussi. C'est pas une généralité. Mais moi, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais 14 effets secondaires en même temps. J'étais obligée de les noter parce qu'en fait, on me demandait d'une semaine à l'autre, quand j'allais revoir mon oncologue, il fallait que je lui liste un petit peu mes effets secondaires pour qu'on puisse justement travailler là-dessus et essayer faire en sorte que je ne souffre pas trop et d'atténuer certains effets secondaires. Mais moi, j'ai eu beaucoup de nausées, j'ai eu des douleurs comme si un camion m'avait roulé dessus, mais clairement c'était ça, c'était vraiment à ce point-là où je ne pouvais plus sortir de mon lit. On a failli appeler le SAMU plusieurs fois parce que vraiment j'ai cru mourir, et c'est horrible encore une fois parce que c'est des traitements qui sont là pour nous soigner, et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que la chimio, moi j'arrêtais pas de me le dire, c'est ma meilleure pote quoi, vraiment c'est ce que je me disais, elle est là pour te sauver, mais c'est très compliqué d'accepter ça parce que d'un autre côté ça nous fracasse, il n'y a pas d'autre mot, c'est difficile, mais il faut le faire. Et comment vous faites pour concilier votre vie de femme malade avec votre vie de maman ? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes une jeune maman, votre fille a besoin de toute l'attention du monde. Comment vous faites pour jouer sur les deux tableaux ? En fait, dans ces moments-là, quand j'avais ces chimios difficiles, on va dire que ces 6 premiers mois, donc les 6 premiers mois de la vie de ma fille, enfin les 5-6 premiers mois de la vie de ma fille, en fait, c'était coupé en deux. C'est-à-dire que les 10 jours qui suivaient une chimio, alors j'allais la voir pour la renifler et sentir son odeur, c'était vraiment... Qui me rassurait, j'imagine. Voilà, qui me rassurait, et c'était un médicament quoi, pour moi aussi, d'avoir mon bébé. Mais clairement, m'en occuper, c'était très très difficile. Donc heureusement que j'étais bien entourée dans ces moments-là, et votre que je le suis toujours. Était là voilà, aussi, mon compagnon, ma famille aussi, mes parents, maman, des amis, ma maman avec qui je suis très proche, mon papa aussi. Donc ça, c'était très important. Et dès que j'allais mieux, tout de suite, je m'occupais d'elle. Mais bon, c'est sûr que c'est fatigant de s'occuper d'un tout petit bout comme ça. Et en plus, avec les traitements, c'est dur à accepter aussi. Voilà. Et malheureusement, il faut déléguer. On n'a pas le choix, donc j'ai dû pas mal déléguer, mais c'est pour m'occuper mieux d'elle ensuite, par la suite et ces prochaines années, j'espère. Et comment a réagi votre employeur qui est BFM TV quand vous avez annoncé la nouvelle au patron, Marc-Olivier Fogiel? Comment a-t-il réagi? Ils ont été très bienveillants. En fait, je leur ai annoncé avant de publier sur les réseaux sociaux, que ce soit mes proches ou mon travail, mes collègues et donc mes patrons. Ils ont vraiment été très très bienveillants tout de suite. Ils m'ont soit appelé, soit répondu par mail avec la plus grande des bienveillances. Et donc je me suis sentie tout de suite épaulée et entourée. Et régulièrement, ils me demandent des nouvelles et ils m'invitent sur le plateau. Et donc ça fait du bien quoi, de ne pas se sentir abandonnée justement. Et il y a une date de retour qui est envisagée ou pas, ou c'est peut-être prématuré? Alors non, parce que moi justement c'est ça qui me fait vivre aussi, c'est que c'est ma passion quand même. C'est vrai que là j'étais heureuse ces derniers mois et je le ferai toujours, je sais, même quand j'irai mieux. Je sais que maintenant c'est une cause qui me tient à cœur, le cancer du sein, et je sais que je continuerai à sensibiliser là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de revenir en tant que journaliste et d'exercer ma passion, donc la météo. Et du coup c'était important pour moi d'avoir cette date de retour. Donc pour l'instant je me suis fixé janvier. Janvier prochain, janvier 2024, peut-être pas à temps plein, mais en mi-temps thérapeutique déjà pour reprendre tranquillement. Mais pour moi, ça serait une belle revanche parce que le diagnostic, il avait été posé en janvier 2023. Donc l'année 2023 avait hyper mal démarré. Donc là, si je peux revenir bien en janvier 2024... ça sera parfait. Et est-ce que vous voyez le bout du tunnel? Est-ce que vous savez qu'à partir de telle date, par exemple, potentiellement, le cancer du sein sera définitivement derrière vous?
Non. Non, pour l'instant, on guérit, oui. Voilà. En fait, c'est compliqué de voir le bout du tunnel. C'est-à-dire que alors moi, pour l'instant, je suis pas encore en rémission. Pour vous dire un petit peu, donc là, j'ai encore des chimiothérapies jusqu'à juin 2024, donc une toutes les 3 semaines. Et la radiothérapie, ça dure 6 semaines. Donc là, j'ai fait 1 semaine et demie à peu près. Donc jusqu'à fin novembre, j'aurai encore des radiothérapies. Après ça, moi, je vais avoir 5 ans d'hormonothérapie. Donc c'est tous les jours, un traitement à prendre, qui est moins fort, mais bon, ça reste quand même un traitement. Et en fait, pour vous dire, le cancer du sein, on considère qu'on est qu'on est guéri, on va dire, au bout de 5 ans. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès, et ça je le sais parce que forcément je parle à d'autres sœurs de combat. Donc Evelyne Delia notamment qui a médiatisé son cancer. Ouais, Evelyne qui est un très bel exemple parce que elle pour le coup elle n'a jamais eu de 2e cancer ni fait de récidive, donc ça donne beaucoup d'espoir. Marie-Laure Augry aussi qui était une journaliste sur TF1 et qui a eu 2 cancers du sein enceinte. À l'époque, donc c'était il y a plusieurs années, il y a plus de 20 ans, je crois même il y a 30 ans, donc du coup ça c'est très rassurant aussi de voir ça, mais c'est vrai que il y a toujours, de toute façon il faut faire ses contrôles tous les ans ensuite, parce qu'on a toujours, c'est sûr, cette épée de Damoclès où on a peur que ça revienne, ça c'est évident. On vous garde quelques instants Virgilia pour notre dernière rubrique au suivant. Je me retire aussi. Alors le principe est simple, c'est à vous de poser une question à notre invité de demain qui sera Guillaume Janton, producteur et chroniqueur dans TPMP. Alors avant de lui poser une question, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous regardez TPMP? Vous le connaissez? Alors j'avoue que je ne regarde pas du tout. D'accord. J'ai regardé il y a très longtemps, mais il y a plus de 10 ans. TPMP, je crois que c'était même pas sur C8, je crois que c'était sur... Ah oui, sur France 4. Mais au tout début. Ah oui, c'était la première génération. Voilà, pourtant je suis pas si vieille, mais voilà. Non, j'avoue que c'est pas le genre de programme que j'aime, mais je respecte tout à fait. Enfin voilà, il n'y a pas de malentendu. Et si on vous proposait d'être chroniqueuse, ça vous plairait? Non, pas du tout. Non. Vous, c'est la météo et rien d'autre. Mais pas forcément, n'en touche pas à mon poste dans une autre émission. Non, mais je parlais en général. Dans une autre émission. Dans une autre émission, je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait en parallèle parce que c'est vrai que la météo, c'est vraiment quelque chose. Je me suis spécialisée il y a quelques années dans la météo et c'est vraiment une science qui me passionne, donc vraiment pas envie d'arrêter. Comment elle est née d'ailleurs cette vocation pour la météo? Alors, c'est une très bonne question. Franchement, je ne saurais pas dire parce que ça remonte à un moment. Sauf que je m'y intéressais et en regardant un petit peu, j'avais remarqué qu'il y avait deux chemins pour y accéder, on va dire. Parce que donc, moi, il y avait le journalisme qui me passionnait et la météo. Donc, le premier chemin, c'était faire une école de journalisme et ensuite se spécialiser en météo ou ensuite faire l'école de Météo France et se diriger vers la télé. Et moi, j'ai fait un bac ES. J'étais vraiment nulle en physique. Donc, j'avais pas fait de bac S, donc c'était déjà mort. Pour Météo France, pour la deuxième option. Ouais, clairement. Donc du coup, en fait, j'ai fait des études de journalisme aux États-Unis et ensuite j'ai postulé pour la chaîne Météo, qui est une super école en fait pour apprendre le métier parce que j'ai été formée par des météorologues là-bas, prévisionnistes météorologues qui m'ont vraiment formée et c'est comme ça que ça a confirmé ma passion. Et les températures du mois d'octobre, ça vous inquiète? Les températures extrêmement hautes? Bien sûr, mais c'est pas nouveau malheureusement. C'est très inquiétant c'est sûr que, pour l'instant, c'est vrai que, j'évite, je regarde des formations professionnelles, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui m'ont inquiétée ces derniers mois que j'ai essayé de prendre soin de moi mais forcément des formations professionnelles, je ne peux pas m'empêcher d'avoir regardé, que ce soit même en septembre aussi, les records de température qu'on a eu, que ce soit en France ou même ailleurs, et bien évidemment que c'est très inquiétant et ça va continuer. Et que malgré l'actualité aussi en ce moment qui est terrible dans le monde, il faut quand même continuer toujours à parler de climat. Ça c'est important. Virgilia, c'est à vous de poser une question à Guillaume Janton. Je vous propose de regarder la caméra qui est sur votre gauche. C'est à vous. Guillaume, du coup, je voudrais savoir si tu n'avais pas fait de télé,
quel métier aurait pu tu... Ah pardon. Et en plus, On va la refaire. Je la refais, mais... On la refait, pouvez il n'y a aucun souci, vous pouvez tutoyer, Non, vous voyez. Je vous voyez. Alors, non, je vous vois quand même parce que bon, je ne connais pas cette personne, donc c'est plus poli. Il vous en voudra Allez, pas. Non, mais ça y est, plus l'émission avance et plus je suis à l'aise. Donc, Guillaume, si vous n'aviez pas fait de télévision, quel métier auriez-vous exercé ? Très bonne question. Très bonne question. Parce que c'est vrai qu'il a fait. Peut-être pas posé. Mais non, parce qu'il a fait de la télé depuis très jeune finalement, donc c'est vraiment une question intéressante. Merci Virgilia S d'être venue nous voir sur le plateau du Buzz TV. On va suivre votre combat évidemment, et on rappelle l'Octobre Rose, c'est en ce moment pour encourager les femmes, les inciter à se faire dépister. C'est important, tous les ans une visite. C'est important. Octobre, voilà, comme piqûre de rappel, mais sinon toute l'année on peut se faire dépister aussi. C'est important de le dire. Oui, il n'y a pas que pendant l'Octobre Rose, pas pendant le mois d'octobre. Merci Damien. Avec plaisir, pour les news médias et les questions, et on se retrouve dès demain avec Guillaume Janton. À demain.